Et là, j'ai une session tout de suite.
m'entend bien. On peut démarrer. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Nous allons démarrer la session. C'est bon. Merci à tous et à toutes d'être là ce matin pour le side event de la ville de Dakar qui parle donc des enjeux et perspectives de l'accès à la finance climat pour les collectivités locales. Donc, pour animer cette session, nous sommes avec de grands acteurs de la finance climatique. J'ai l'honneur de partager donc cette session-là avec honneur aux dames, avec Madame Melissa Kerim. Je reviendrai pour les présentations. Madame Melissa Kerim, Monsieur Issa Bado de l'IFDD, Monsieur Alun Badara Kairé et Monsieur Jean-Alois du Cameroun. Je vais me présenter nos panélistes ainsi que l'objectif de cette session. Mon nom c'est Madina Hadital. Je suis titulaire d'une maîtrise en environnement de l'Université Sherbrooke au Canada. Je suis également chargée de cours à l'Institut des sciences de l'environnement. Je suis avec mes étudiantes ici, les étudiants qui sont présents aujourd'hui, où je donne des cours en outils de diagnostic et de planification et développement durable. Je suis adjointe au maire de la ville de Dakar, donc que je représente aujourd'hui. Et c'est dans ce cadre-là que j'anime ce side event. Je vais vous présenter nos panélistes. Je vais commencer par les dames. Madame Melissa Kerim est responsable pour l'Afrique de GECOM, GAPFound. Elle va en parler tout à l'heure. GAPFound Partnership, qui est un mécanisme de la Banque mondiale et de la Banque européenne d'investissement, qui finance des études de préfaisabilité pour des projets climatiques pour les villes africaines. Elle travaille depuis 8 ans pour les organisations internationales qui ont des objectifs de mobiliser des fonds de financement pour investir dans des infrastructures durables. Je vous montre notre deuxième panéliste, Monsieur Issa Bado de l'IFDD. Peut-être que certains acteurs déjà le connaissent ici. L'Institut francophonie de développement durable du Canada. Donc, M. Bado est titulaire d'un master en droit international de l'environnement de l'Université de Limoges et d'une maîtrise en droit public aussi de l'Université de Burkina Faso. Il a capitalisé plus de 10 ans d'expérience en gestion de programmes de développement au Burkina Faso et à l'international. Il a rejoint l'IFDD depuis plus de 10 ans, 2012, comme assistant de programme, puis depuis 2012, il est spécialiste de programmes de négociation internationale sur l'environnement et le développement durable. Il a accompagné plusieurs pays dans la mise en œuvre de leurs efforts de transformation, des engagements qu'ils ont pris à l'international en projets et programmes à impact durable. Et notre troisième panéliste, M. Alun Badara Kairé, qui est conseiller senior à NORCAP, le Norwegian Capacity. Il est conseiller technique aussi au directeur général du CSE, donc le Centre de suivi écologique du Sénégal. Il capitalise plusieurs années d'expérience dans le domaine du financement des initiatives environnementales en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, au Bénin, en Guinée, à Djibouti, en RCA aussi. Il a assuré donc les fonctions de chef de recherche au CRDI, le Centre de recherche de développement international du Canada, puis chef de l'unité environnement et changement climatique aussi du PNUD du Sénégal et conseiller régional au cadre mondial sur les services climatiques de l'Organisation météorologique mondiale. Et notre ami qui vient du Cameroun, M. Jean-Alois Violet, directeur du FIECOM, de la coopération.
Il est directeur de la coopération du FIECOM. Donc, il est architecte et urbaniste de formation, président de l'Assemblée générale de l'Ordre national des architectes du Cameroun. Pendant 12 ans, il est ancien adjoint au maire de la commune d'Akonoliga. Pendant 3 mandats, soit 15 ans qu'il a été adjoint au maire. Donc, au FIECOM, donc, qui est le Fonds spécial d'équipement et d'intervention, depuis 1997, il a occupé plusieurs postes de directeur de département technique, puis directeur en charge de la coopération avec les projets d'accréditation au fonds d'adaptation et au fonds vert climat. Nous avons, comme vous l'avez vu, des panélistes de haut niveau pour nos échanges aujourd'hui. Juste pour rappeler le contexte de ce panel, qui est l'accès des gouvernements locaux aux finances climat. Quels sont les enjeux et perspectives? Les gouvernements locaux, donc les collectivités locales, ont fait des efforts pour contribuer donc, aux accords de Paris, notamment à l'élaboration de plans climat-énergie territorial. Au niveau de la ville de Dakar, le PCIT a été adopté en 2021 et ces PCIT sont déclinés en projets et, spécifiques. Il y a des actions. Mais la réalité, c'est que pour la mise en œuvre de ces projets-là, les communes sont confrontées à l'accès au financement. Monsieur le maire de la ville de Dakar devait être présent aujourd'hui, c'est qu'il a eu un autre rendez-vous. On était ensemble avant-hier à la Banque islamique et puis il leur disait, moi je vois les financements comme ça, mais les mécanismes pour y arriver, c'est compliqué. Souvent, on demande aussi d'avoir une garantie de l'État, etc. Donc, il y a beaucoup d'ambitions qui sont là, mais la mise en œuvre n'est pas aussi évidente. Donc, l'objectif de ce panel, c'est avec ces experts de discuter quels sont les outils et les mécanismes d'accès à la finance climat pour les collectivités locales, quelles sont les contraintes qu'on voit, mais surtout quelles sont les perspectives pour les collectivités locales et pour que ces recommandations puissent servir de levier pour les communes, pour la recherche donc, de financement. Sans plus tarder, je vais passer la parole à nos différents panélistes. Je vais leur laisser quand même dire un petit bonjour au public que vous êtes, parce qu'une présentation n'est jamais exhaustive. Moi, j'ai sorti quelques éléments, mais parce qu'ils ont une telle grande expérience. Et après la présentation, on va faire une projection de 2 minutes d'une petite vidéo que M. Issa Abado de l'IFDD souhaite partager avec nous. Et nous allons passer au panel, qui va durer peut-être une demi-heure maximum, et ouvrir donc les débats pour vos questions. Cela vous convient. Monsieur Kairé, vous avez la parole pour votre présentation. Merci beaucoup. Allô? Merci beaucoup, Madame Tal. Je pense que la présentation a été complète. Donc, je laisserai peut-être le soin aux autres panélistes s'il y a des éléments à ajouter. Merci. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci d'être là. Voilà. Rien à rajouter. Merci beaucoup. Parfait. De même, la présentation était complète. Oui. Je pense qu'on peut Merci beaucoup, madame. D'accord, merci. Je crois que ça va aussi pour moi. Super, merci beaucoup. Voilà, donc il y a une petite vidéo que M. Bado souhaiterait qu'on partage. Est-ce que vous pouvez lancer la vidéo? Would you please send the video? Peut-être, M. Bado, vous pouvez nous expliquer pourquoi vous tenez à ce qu'on regarde cette vidéo? Alors, le constat que nous avons fait, c'est que les acteurs ont des défis particuliers, on va dire des défis spécifiques en matière d'accès à la finance climat. Et ces défis sont plus importants pour les collectivités territoriales. Alors, nous avons imaginé que tous les mécanismes régionaux, les mécanismes internationaux, et même ceux qui sont à l'échelle bilatérale ou nationaux, ont des financements
qui ne sont pas connus par les acteurs qui sont sur le terrain, parce que simplement, ils n'ont pas les liens vers les sites web ou vers les plateformes qui présentent ces opportunités. Donc, cette plateforme francophone vise donc à regrouper sur cette plateforme toutes les opportunités. Et la différence, c'est qu'ici, les résultats sont fournis en fonction du statut, du profil du demandeur. Un exemple simple, si vous êtes dans le secteur de l'agriculture et que vous ne savez pas si la BAD a lancé un appel il y a un mois, vous n'avez pas besoin d'aller sur le site de la BAD. Si c'est le cas pour le fonds d'adaptation qui a justement fait une présentation sur sa fenêtre accessible aux collectivités territoriales, vous ne pouvez pas savoir quel est le lien en anglais. Vous ne pouvez pas être informé d'ailleurs que l'appel est lancé il y a 2 mois, il y a 3 mois. Donc nous, avec cette plateforme, il vous suffit d'aller là-dessus et d'entrer les données que vous voulez. C'est-à-dire vous allez donner la taille de votre projet, le secteur pour lequel vous cherchez le financement. Et nous sommes en collaboration avec tous les mécanismes de sorte que les informations puissent être regroupées là. Et nous intégrons à cette plateforme de l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où nous aurons l'accord des mécanismes et des facilitateurs désignés comme des points de contact, les informations de différents mécanismes seront mises à jour progressivement et automatiquement. On vous laisse regarder, on pourra revenir C'était la là-dessus. mise en contexte de la Tout à vidéo. fait. Merci beaucoup, M. Tout à Badou. fait. Ok. Est-ce que vous avez le son, s'il vous plaît? Hein? Le audio? Pas de son? Ah. Ah. Are you sure? Ah ouais? Ok. Ça, c'est surprenant. C'est pas grave. Ce Oui, qu'on peut bah, faire, allez-y, mais vous pouvez, on va voir, peut-être que je vais voir s'il y a une autre vidéo. c'est pas grave. Ouais. Ce que je propose, on Mhm. démarre et puis tout à l'heure, on peut projeter, vous pouvez Tout à être là fait. et puis vous pouvez Tout à nous fait. commenter. Tout à fait, C'est bon? tout à fait. Voilà, donc, chers panélistes, la première question que je voudrais aborder avec vous, c'est quels sont les outils, justement, et mécanismes d'accès à la finance climat pour les collectivités locales. Et je vais donner la parole, honneur aux dames, à Madame Melissa Kerim, d'abord, avant de passer la parole à Monsieur Alioune Badara Kairé. Merci beaucoup, Madame Talégé. Je vais encore dire merci de m'avoir invitée dans votre pavillon. Je recroise des partenaires sénégalais avec qui j'ai eu la chance de travailler ces dernières années. Donc, sur les questions des outils d'accès à la finance climat, je vais essayer de synthétiser mon propos en 3 points. Le premier, c'est ce que disait M. Badot, c'est qu'il y en a une multitude qui existe déjà, qui sont disponibles pour les collectivités locales, mais ce qu'il manque, c'est un outil de centralisation et d'accès qui permettent aux collectivités locales d'avoir accès à l'information facilement. Donc, je suis ravie de découvrir la mise en place de cette plateforme lancée par votre organisation, parce que je pense que ça aidera déjà d'avoir une cartographie Tout à fait. exhaustive des outils, des mécanismes, des fonds qui existent pour accéder aux collectivités locales. Et on devrait travailler ensemble parce que j'ai fait cette cartographie pour uniquement les banques multilatérales de développement qui sera lancée d'ici mars. Donc on pourra continuer la discussion pour enrichir les initiatives respectives. Et c'est aussi un outil et un document que l'on transmettra aux collectivités locales africaines, notamment avec lesquelles je travaille. Donc ça, c'était le premier point. Il y en a une multitude. Le deuxième point, c'est que ces sources de financement climatique, elles sont proposées par une multitude d'acteurs, des fonds climatiques internationaux, nationaux, des banques multilatérales de développement, des banques nationales de développement, voilà, par une grande multitude. We don't have to reinvent the wheel. Allez, continuez. Et ces acteurs ont de plus en plus envie de travailler directement avec les collectivités locales. Je ne sais pas si vous avez suivi l'adoption, là, pendant cette COP, du fonds pertes, du fonds des pertes pour les pertes et dommages, qui a été validé, approuvé par les États et qui prévoit un volet d'accès direct pour les collectivités locales. Même pour les fonds internationaux, maintenant, il y aura cette possibilité pour les collectivités de faire des propositions de projets. Et le mécanisme que je représente, que vous avez mentionné, le Gap Fund,
qui est un mécanisme conjoint de 2 grandes banques multilatérales, la Banque mondiale et la Banque européenne d'investissement, vise aussi à avoir des accès directement avec les collectivités locales. Chaque collectivité peut remplir le formulaire qui est disponible en ligne et le soumettre. Le seul problème étant que ces banques et ces fonds continuent de travailler avec l'échelon national. Donc il faut quand même que votre projet soit aligné avec les priorités nationales, que les collectivités aient des engagements réguliers avec les ministères sectoriels de l'environnement, mais aussi du ministère des Finances, pour s'assurer qu'au moment de la validation du projet par ces banques, il n'y ait aucun blocage à tous les échelons pour assurer une mise en œuvre sereine. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, le troisième point, c'est qu'évidemment, ces opportunités de financement, elles varient d'un contexte national à l'autre. Donc, c'est important pour chacune des collectivités locales ou alors pour des agences qui travaillent avec l'ensemble des collectivités locales. Ici, il y a l'ADM, il y a l'ADL. Vous avez déjà des structures au Sénégal qui coordonnent ce type d'activité et qui puissent faire une cartographie au niveau national parce qu'il y a des opportunités via des programmes de la FAO, via des programmes de UNCDF ou d'autres partenaires qui sont spécifiques au contexte sénégalais. Donc c'est important d'avoir un pôle d'expertise financière au niveau national et je sais que vous avez des experts très calés sur le sujet. On a travaillé avec Madame Sarr qui travaillait avant à la ville de Dakar qui a travaillé sur les financements, mais il y en a plein d'autres. Donc structurer, regrouper ces experts financiers qui peuvent avoir une vision d'ensemble sur ce qui existe comme opportunité pour les collectivités locales sénégalaises. Donc c'est un peu les 3 points que je voulais soulever. Merci beaucoup, Madame Karim. On reviendra là-dessus. Monsieur Aline Badara Kairi. Le micro. Je pense que vous avez déjà. Ah, ok. Pardon. Merci beaucoup, Madame Tal, pour revenir très rapidement sur les mécanismes et instruments financiers. Ce qu'il faut d'abord dire ici, c'est que puisqu'on est dans le contexte de la COP, il y a des mécanismes financiers qui sont liés à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et il y a des mécanismes financiers qui ne sont pas liés à la Convention cadre des Nations Unies. Au titre des mécanismes qui sont liés à la Convention, nous en avons essentiellement 3. Nous avons le Fonds pour l'environnement mondial, qui a été le principal véhicule du financement climatique au niveau multilatéral jusqu'à 2019. Et à partir de 2019, le Fonds vert climat est devenu le contributeur à la finance climat le plus important. Pour le FEM, les pays en voie de développement, y compris le Sénégal, ont essentiellement 2 fenêtres de financement. La première fenêtre, c'est ce qu'on appelle la fenêtre START, où il y a des allocations d'enveloppe tous les 4 ans au pays. Et la deuxième fenêtre du FEM, c'est ce qu'on appelle le Fonds pour les pays les moins avancés, qui est également une allocation budgétaire qui est allouée aux pays les moins avancés pour mettre en œuvre des projets d'adaptation. Donc, pour les collectivités territoriales, la possibilité leur est offerte de formuler et de mettre en œuvre des projets au titre du Fonds pour l'environnement mondial en passant par ce qu'on appelle le point focal FEM au niveau national. En général, ce sont les directions de l'environnement. Si vous prenez par exemple le 8e cycle du FEM, parce que le FEM, comme je disais, fonctionne sur des cycles de 4 ans, on est aujourd'hui au 8e cycle du FEM, c'est-à-dire en 2022 et 2026. Il y a déjà une allocation budgétaire qui a été faite pour chaque pays, y compris le Sénégal, pour adresser à la fois des questions d'atténuation, de biodiversité et de land degradation, c'est-à-dire de dégradation des terres. Et il y a également une allocation qui a été faite au niveau des pays pour adresser des questions d'adaptation. Maintenant, l'arbitrage va se faire au niveau national et c'est là où le leadership institutionnel des collectivités territoriales qui souhaitent formuler et mettre en œuvre des projets va prévaloir. Le deuxième instrument financier qui est associé à la Convention cadre des Nations Unies, c'est le Fonds d'adaptation que vous connaissez également et qui procède, comme pour le FEM, à des allocations par pays.
Pour les pays africains en général, il y a une allocation de 20 millions de dollars par pays. Mais il y a une fenêtre intéressante au niveau du fonds d'adaptation qui s'appelle la fenêtre Enhanced Direct Access, dont la vocation est de soutenir les collectivités territoriales. Et le Enhanced Direct Access offre la possibilité aux collectivités de formuler et de mettre en œuvre des projets jusqu'à hauteur de 5 millions de dollars en ce qui concerne le fonds d'adaptation. Mais encore une fois, ici, il faut passer par une entité accréditée au fonds d'adaptation. Le troisième et dernier instrument qui est lié à la Convention 4, c'est le Fonds vert climat, tout le monde connaît, qui est, comme je le disais, le principal véhicule de financement depuis 2019. Le Fonds vert ne procède pas à des allocations par pays comme pour le Fonds d'adaptation et pour le FEM, mais fait des allocations de façon compétitive, c'est-à-dire qu'on a des ressources qui sont provisionnées au niveau international et sur ces ressources, chaque pays a la possibilité d'aller prendre les ressources qu'il veut. Il n'y a pas d'allocation fixe. À partir du moment où le pays en a les capacités. Et sur le Fonds vert climat également, il y a une fenêtre pour les collectivités territoriales qui porte le même nom que pour le Fonds d'adaptation, le Enhanced Direct Access. Mais la différence ici, c'est que l'enveloppe n'est pas de 5 millions de dollars, mais c'est de 20 millions de dollars. Ça, c'est les instruments financiers liés à la Convention. Et quand on vient à la COP en général, les discussions sur la finance climat portent sur les instruments financiers qui sont liés à la Convention 4. Parce que les instruments financiers qui ne sont pas liés à la Convention 4 échappent à la tutelle de la COP. Et il y en a évidemment. C'est les instruments bilatéraux, c'est les instruments multilatéraux, c'est la coopération bilatérale décentralisée également. Il y a un instrument qui est de plus en plus utilisé par les pays qui s'appelle les obligations vertes et qui connaît quand même un boom assez intéressant depuis plusieurs années. On est passé à près de 200 milliards de dollars au niveau international et pour la première fois en Afrique de l'Ouest, la Banque ouest africaine en 2022 a levé une obligation verte de plus de 700 millions d'euros pour mettre en œuvre des projets et des programmes au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Évidemment, il y a des contraintes qui sont associées à la capture de ces ressources sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure pour voir comment est-ce qu'il faut les lever et les adresser. Voilà. Mais dire d'ores et déjà qu'il y a une panoplie d'instruments financiers et d'outils sur lesquels les collectivités territoriales, en tout cas que les collectivités peuvent attaquer, mais il y a des approches et des stratégies qu'il faut adopter pour que ces ressources puissent être mobilisables par les collectivités territoriales. On reviendra tout à l'heure là-dessus. Merci beaucoup à M. Kairé donc, pour ces instruments et mécanismes et d'avoir bien explicité, comme vous dites, ceux qui sont liés à la Convention cadre et puis les autres qui ne sont pas liés à cette Convention cadre des Nations Unies. Monsieur Jean-Loïs Biwol, quels sont les outils et mécanismes d'accès en général et puis peut-être dans le cas même spécifique du Cameroun? Hein? Ok, donc ce que je peux vous dire concernant le Cameroun, déjà je fais directeur donc dans un organisme qui finance les collectivités locales depuis 1974, donc là on arrive à la 50e année. Et nous répondons aux demandes de financement des collectivités locales, un peu comme le fait l'ADM, notamment au niveau du Sénégal. Et il y a également un autre organisme au niveau du Sénégal qui fait le financement des collectivités locales. Donc nous avons une certaine expérience dans le temps sur les besoins des collectivités auxquels nous répondons. C'est-à-dire que nous finançons des projets à la demande des communes et nous essayons tant bien que peu de le faire avec les ressources locales. Donc nous avons un dispositif fiscal qui permet un reversement aux collectivités locales par un système de péréquation qui transite par le FECOM. Donc nous assurons même aux communes qui sont dans des zones enclavées des ressources qui leur permettent d'assurer leur fonctionnement, également de réaliser un certain nombre d'investissements. Et le FECOM, dans ce dispositif, dispose d'une fraction de ce montant pour pouvoir accompagner
des projets spécifiques des communes qu'elles ne peuvent pas financer sur leurs ressources, sur les ressources dont elles disposent. Et nous finançons à ce niveau aussi bien des hôtels de ville, des écoles, des centres de santé, des alimentations en eau potable, des dispositifs d'accès à l'énergie, aussi bien notamment sur le solaire, donc des champs solaires, de l'éclairage public solaire qui est très demandé en ce moment par les maires, puisque ça amène également une sécurité à l'extérieur. Les gens peuvent circuler la nuit en toute sécurité, mais également réaliser un certain nombre d'activités qu'ils ne faisaient pas dans la nuit. Et dans des zones enclavées, on peut également permettre aux ménages d'accéder à l'énergie électrique, de disposer de téléviseurs, donc de tout un ensemble d'éléments de confort qui auparavant appartenaient à la ville et qu'on peut maintenant retrouver dans certaines localités plus enclavées. Donc ça permet aux enfants de faire les études, de pouvoir étudier le soir. Donc voilà, donc je crois qu'au niveau du Sénégal, il y a une très bonne infrastructure au niveau solaire. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'expérience également à trouver au niveau du Sénégal. Donc au niveau du Cameroun, donc dans ce cas, donc nous finançons des projets qui ont un impact sur le climat. On va dire que jusqu'à une époque récente, nous ne le savions pas. Et maintenant, effectivement, ces projets rentrent un peu dans le cadre de tout ce qui est finance climatique. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a déjà une expérience qu'on peut capitaliser et qui peut nous permettre d'accompagner les communes pour ça. Donc, le FECOM est un établissement public qui a la possibilité donc, de faire ces financements vers les collectivités locales, mais également de lever des ressources à l'extérieur. Donc, à côté de ces financements apportés aux communes sur des ressources locales, nous avons également des partenariats, notamment avec la coopération allemande, la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, la KfW, et nous avons monté plusieurs projets, notamment sur des zones frontalières où les populations étaient confrontées aux problèmes de déplacement. Donc de déplacement, notamment, nous avons une importante frontière, très importante frontière avec le Nigeria, mais également avec la Centrafrique et le Tchad. Et il y a eu une succession de crises qui ont amené les populations des autres pays à arriver au Cameroun. Donc nous avons actuellement près de 400 000 réfugiés sur le territoire camerounais qui sont absorbés et pour lesquels maintenant le FECOM aide les communes, un certain nombre de communes donc, le long de ces frontières, avec également donc, l'appui de ces partenaires extérieurs pour pouvoir financer des projets d'infrastructure qui vont bénéficier aussi bien aux populations locales qui reçoivent ces personnes déplacées de l'étranger qu'à ces personnes déplacées, donc qui peuvent bénéficier du renforcement des capacités, mais également l'apprentissage d'un métier pour de nombreux jeunes, un travail à haute intensité de main-d'œuvre qui a également permis de renforcer donc, les infrastructures des communes. Ce sont des écoles, des centres de santé, de l'alimentation en eau potable, puisque vous imaginez que dans beaucoup de communes le long de ces frontières, on avait une augmentation importante de population, notamment d'élèves, qu'il fallait pouvoir scolariser, même provenant d'autres pays extérieurs. Voilà concernant le FECOM. Donc, nous avons également entamé depuis quelques mois, j'allais dire quelques années maintenant, un processus d'accréditation au Fonds vert climat et au Fonds d'adaptation. Donc, l'idée étant que très peu de maires sont informés des possibilités. Je crois que ça a été dit précédemment. Donc, il y a un problème d'information pour les maires. Donc, nous essayons d'apporter cette information, nous-mêmes de nous mettre à niveau et maintenant d'apporter un certain nombre d'ouvertures parce que le Fonds vert climat a des dispositions assez contraignantes. J'allais dire également le Fonds d'adaptation. Il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être demandés à la commune, aussi bien sur son système de documentation, sur ses procédures, sur les garanties qui sont apportées, sur la stratégie genre, et j'en passe sur la stratégie climat, bien sûr. Et à ce moment, nous, FECOM, nous sommes rendus compte qu'en fait, nous disposions déjà d'un certain nombre d'outils qui nous permettent de pouvoir lever des fonds.
donc auprès du fonds d'adaptation, auprès du fonds vert climat, pour permettre aux communes de disposer donc des ressources financières qui sont mises à leur disposition. Donc nous avons de très grandes villes au Cameroun, Yaoundé, Douala, qui ont des capacités propres d'aller vers ces ressources, ce qui n'est pas le cas pour d'autres petites collectivités qui, elles, n'ont pas parfois un personnel technique qui peut assurer l'accompagnement ou la mise à niveau. Toujours est-il que, voilà. Merci beaucoup. Vous n'avez pas parlé peut-être des montants de financement Alors, disons les- que sur les projets jusqu'au maximum? que nous finançons actuellement pour les collectivités, ils vont sur un projet entre 500 millions, 1 milliard de francs, donc pour des communes qui ont une capacité. Alors, le dispositif de financement de FECOM va apporter des subventions sur les projets qui ont un impact social, école, accès à l'énergie, à l'eau. Par contre, sur des projets générateurs de revenus, puisque nous finançons également des marchés, des gares routières, ça peut être également des abattoirs pour la sécurité sanitaire, dont nous travaillons beaucoup avec, notamment avec la FAO, avec l'UNICEF, avec essayons donc de croiser les expériences et d'apporter des renforcements de capacités en interne qui nous permettent donc de répondre aux besoins des communes. Et l'idée étant donc que concernant les financements, pour les projets de générateurs de revenus, la commune va rembourser une partie des ressources qui lui sont allouées. Voilà. Donc maintenant, on va étudier la capacité d'endettement de la commune pour voir de quelle façon, sur quelle échéance est-ce qu'elle peut rembourser. Donc ça peut être des échéances de 10 ans, de 20 ans même pour certains financements. Merci Donc beaucoup. voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, M. Alloué. J'ai eu connaissance du FECOM lors du sommet finance-climat et j'ai trouvé le modèle intéressant parce que c'est quand même intercommunal. Vous avez déjà évoqué, vous êtes déjà rendu à la deuxième question que vous avez évoquée, c'est pas grave, les facteurs qui limitent l'accès des gouvernements locaux à la finance climat. Selon vous, Madame Melissa Karim, pouvez-vous nous citer 2 à 3 facteurs qui limitent donc les collectivités locales? On reviendra sur les facteurs qu'a déjà évoqué M. Alain. Merci beaucoup pour la question. Je tiens à préciser en propos liminaire que ces défis dépendent de la source et du type, de la nature du financement alloué. Les financements climatiques internationaux ou par exemple la finance privée, les modalités pour soulever pour atteindre ces financements ne sont pas les mêmes. Je vais me focaliser sur les financements internationaux parce que c'est les sujets qu'on a abordés depuis le début de ce panel. Et puis, c'est aussi le cadre dans lequel je travaille. Mais donc, pour cette finance climat internationale en particulier, le premier point, c'est les critères contraignants pour pouvoir pour pouvoir accéder aux fonds internationaux. Vous l'avez mentionné, monsieur. Les critères d'accréditation sont complexes, sont stricts pour devenir une entité nationale accréditée. J'ai à ma gauche le FECOM qui est aussi en train qui a commencé le processus d'accréditation pour divers fonds internationaux, et vous pourrez en dire plus, Monsieur Biolay, mais ça prend du temps, de l'énergie, de l'expertise. Vous avez aussi le centre de suivi écologique qui est accrédité, donc qui a connu ces difficultés, enfin, en tout cas pas ces difficultés, mais ce processus qui peut être un peu long et parfois complexe, mais je suis ravie de voir qu'il y a des échanges de connaissances déjà qui se passent entre pays africains, et ça c'est pour moi une joie, et c'est vraiment un modèle à répliquer à plus large échelle. Donc je pense que ça, pour les collectivités locales, il faut disposer du temps, de l'énergie pour pouvoir comprendre ces différentes procédures. Mais de toute façon, les collectivités n'ont pas vocation à être accréditées, mais même après, pour soumettre des projets qui puissent atteindre les critères du Fonds vert climat, et vous nous en direz plus, ou du Fonds d'adaptation, ça nécessite une expertise en interne qui est colossale, et beaucoup font appel à des consultants internationaux. Même la FAO recourt à des consultants internationaux pour rédiger des PIF ou des documents de projet qui ont l'habitude d'en écrire à la chaîne et qui connaissent bien les contraintes. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite,
le deuxième point, c'est aussi les priorités des bailleurs, les priorités, mais aussi les processus des bailleurs qui sont compliqués de façon plus large. Quand je vois par exemple le Gap Fund de la Banque mondiale et de la Banque européenne d'investissement que je représente, ça me demande un temps colossal. Une fois que j'ai la liste de projets de Dakar et de Pékin, je la présente à la Banque mondiale et à la BEI. En fonction de leurs priorités, ils soulignent quelques projets prioritaires, mais ça c'est l'engagement au niveau du siège. Ensuite, il faut que j'aille voir au niveau sous-régional de l'Afrique, est-ce que c'est aussi les priorités de bureaux régionaux? Ils me dirigent souvent vers d'autres projets ou ils me renvoient vers les bureaux nationaux. Donc ensuite, j'ai des engagements avec les bureaux nationaux qui me disent oui, mais nous, on a des programmes déjà qui couvrent tel et tel projet, donc on préférait avoir un projet un peu différent. Puis je reviens auprès de la ville. Donc c'est tout un processus extrêmement long et toutes les collectivités, évidemment, n'ont pas le temps de faire ces engagements avec les bailleurs au quotidien pour s'assurer de l'alignement entre leurs projets et des priorités des bailleurs. Donc c'est pour ça que je suggérais la mise en place d'un pôle d'expertise nationale avec des experts nationaux qui auraient comme principale mission d'avoir ces engagements sur les questions d'accès à la finance locale, à la finance municipale, et qui seraient ces interfaces avec les bailleurs et qui comprendraient de façon précise et fine leurs contraintes et leurs priorités. Et enfin, un des problèmes vraiment que je rencontre au quotidien, c'est la taille des projets qui me sont soumis par les collectivités locales. Alors c'est moins le cas à Dakar, Pékin, parce que ce sont des villes quand même de taille importante, mais en général en termes d'impact, mais aussi en termes de financement qui vont être décaissés à terme par les banques multilatérales avec lesquelles je travaille, on me répond souvent « c'est trop petit, ça ne conviendra pas ». Donc je vous donne juste quelques exemples de chiffres, quelques chiffres de projets qui ont été financés. Par exemple, à Addis, le projet était à hauteur de 60 milliards ou de 12 000, et c'était un projet sur la résilience, intégrer la résilience dans plusieurs infrastructures. Mais ça peut être beaucoup plus petit. On a un projet de 12 milliards à Kigali de dollars pour l'intégration des solutions fondées sur la nature dans divers projets aussi. Enfin, tout ça pour dire qu'en général, vu qu'il y a énormément de villes secondaires en Afrique, arriver à ces montants, c'est plus compliqué. Mais vous avez la chance aussi au Sénégal de pouvoir travailler en intercommunalité. Et c'est ce qu'on essaye de voir, notamment sur des projets d'érosion côtière, puisque ça concerne quand même toutes les villes de la côte, voir s'il y a la possibilité de passer à l'échelle et de proposer des projets ou des programmes structurants. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à M. Kairé pour les contraintes. Oui, je peux y aller. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Allez-y. Ok, parfait. Alors, j'aimerais qu'on aille au-delà sur les enjeux pour penser un peu à nous, les francophones. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que on parle de localisation de l'action climatique. Je veux dire qu'au niveau des pays, une des contraintes, c'est l'intégration de ce fait, de cette réalité. Une fois que les pays ont adopté des engagements, sont chiffrés en termes de contribution à l'atténuation et de contribution à l'adaptation, pour passer à la transformation des engagements en projet, en programme. Et si on est en phase avec les politiques de la plupart de nos pays francophones, c'est la décentralisation. Alors, on doit converger vers l'idée de faire une appropriation de ces engagements par les localités, donc par les collectivités territoriales. Ce qui me permet de dire que pour moi, la première contrainte, c'est d'abord la compréhension de cette réalité. C'est-à-dire qu'il est impérieux que chaque commune, chaque collectivité territoriale, de façon générale, ait une cible à son niveau. Donc, j'imagine, j'ai vu, c'est le cas de la commune de Dakar qui a un plan national, un plan d'action sur les changements climatiques. Et une fois qu'on a compris cela, ça nous permet de comprendre que ça vient avec un budget qui soit mobilisable au niveau national, au niveau international. Donc, partant de là, la deuxième contrainte, c'est la compréhension même de la sémantique de la finance climat. On a tendance à la limiter aux financements internationaux, aux financements régionaux. Et de mon point de vue, il ne faut pas oublier la finance climat qui peut se développer de différentes façons. Je dis par la mobilisation des forces internes au niveau des collectivités, par la mobilisation du secteur privé,
par mobilisation d'autres acteurs qui sont à même d'apporter le financement. Si on en vient aux financements internationaux qui ont été très bien présentés par mon frère Kerr, qu'est-ce qu'on constate? Une des contraintes également, c'est la relation entre les ports d'entrée des pays et les mécanismes de financement internationaux qui sont les autorités nationales désignées et les entités accréditées. Si je peux prendre l'exemple du Sénégal, des autres pays, la Côte d'Ivoire, c'est pareil. Ce qu'on constate, les pays doivent faire des priorités. Est-ce que de notre expérience, les projets qui sont financés, qui passent par les entités accréditées, qui ont besoin de l'endossement des autorités nationales désignées, sont en priorité des projets des collectivités territoriales? Je ne peux pas répondre à la question, mais ça nous donne une idée que la relation, c'est-à-dire l'organisation des mécanismes internationaux qui font que les autorisations des projets passent par les autorités publiques, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce qu'il y a une façon de faire que les projets des mécanismes des municipalités soient priorisés? Alors, on est encore à ce niveau. Si on continue toujours autour des mécanismes internationaux et régionaux, c'est la question de l'accès à l'information. Combien de municipalités, je dirais même celles qui sont dynamiques, ont accès à l'information sur les fenêtres de financement du Fonds vert? De quelle façon c'est accessible? Tel que présenté, ça donne l'impression que c'est seulement les autorités publiques, c'est seulement les projets sélectionnés par les autorités publiques qui sont financés. Mais en réalité, s'il y a une bonne coordination, tous les projets soumis par la municipalité peuvent être financés par le Fonds vert. Du côté du Fonds d'adaptation, il y a une fenêtre dédiée. Combien de municipalités sont préparées pour soumettre des projets? Donc la question de l'accès à l'information, c'est une contrainte. L'autre contrainte secondaire qui concerne nous les francophones, c'est la question de la barrière linguistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans le dire, les mécanismes internationaux de financement, ils reçoivent les projets en anglais. Pas parce qu'ils ne vous disent pas de ne pas envoyer en français, mais si vous l'envoyez en français, votre projet ne va pas avancer. Donc c'est une contrainte pour laquelle les municipalités peuvent travailler en synergie avec les pays pour qu'il puisse y avoir une action internationale qui puisse déboucher vers une décentralisation de l'action des fonds, de sorte qu'au niveau régional, on puisse avoir, une décentralisation du fonds d'adaptation, du fonds vert, du fonds pour l'environnement mondial. Peut-être que les projets puissent être soumis directement en français. J'en viens à la question de l'expertise. Elle se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est quoi? C'est déjà pour dénicher les fenêtres de financement. Si vous n'avez pas les gens qui ont l'expertise au niveau des municipalités, c'est difficile déjà. Mais l'autre action, on veut aller vers le gros projet. Parce que si vous n'avez pas, comme elle a dit, pour certains bailleurs, on s'attend à ce que les municipalités apportent des gros projets. Mais les municipalités n'ont pas les équipes pour les mettre en œuvre. Il ne suffit pas de lever les fonds, mais après, il faut les mettre en œuvre. Et au niveau de la mise en œuvre aussi, il ne faut pas que les municipalités aient l'impression que si on lève un fonds, c'est nous qui le mettons en œuvre. C'est une question d'organisation. Et donc, pour moi, il faut inscrire l'organisation des municipalités, des collectivités territoriales comme une contrainte aussi dans ce travail qui doit être fait. Et je termine en disant ceci, pour moi, toutes ces contraintes ont des solutions dans les synergies qui doivent être développées à la fois par les municipalités, par les États et par les acteurs qui gravitent autour, c'est-à-dire la francophonie, les institutions régionales, les institutions bilatérales. Mais pour réussir cela, il faut s'attaquer déjà à la barrière linguistique. Il faut s'attaquer à un fait. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que chaque organisme travaille en silo. Moi, je développe un fonds, je vais le mettre sur mon site web et je m'attends à ce que les gens le sachent. Il faut centraliser l'information et c'est ce que nous sommes en train de proposer. De sorte que le francophone, si vous avez l'information, vous n'avez plus besoin de courir derrière le Fonds vert pour savoir à quelle date de l'année prochaine le Fonds vert va lancer tel fonds. Je vous donne une information par exemple. Le Fonds africain pour les changements climatiques, l'année prochaine, va avoir son 4e appel à proposition. Le Canada, le Québec, des plus grands contributeurs de ce fonds, nous ont approchés pour nous dire ils regrettent, selon les résultats des 3 premiers appels, qu'on ait eu très peu de francophones qui ont soumis des projets. Pas parce qu'ils n'ont pas les compétences, pas parce qu'ils n'ont pas l'expertise, mais ils n'ont pas eu l'information. C'est ça le problème. Et là, nous travaillons avec la Banque africaine de développement pour dire ceci.
Il faut que nous ayons l'information, que nous puissions relayer aux francophones, mais il faut que nous mettions en place ce qu'on appelle une équipe technique qui puisse préparer les pays francophones, les collectivités en amont, pour que ceux qui vont préparer les dossiers sachent que lorsque l'appel sera dépouillé, voici ce qu'on veut retrouver dans l'appel. Donc, je veux que nous mettions l'accent sur cet aspect, l'expertise, mais les synergies. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bado, Monsieur Kairé. Nous allons finir après par votre petite vidéo pour laisser la place au public. Allez-y, Monsieur Tout à Kairé. fait. Merci beaucoup, Madame Tal. Peut-être ajouter à ce qui vient d'être dit, pour moi, ce qui me semble être les principales barrières à la mobilisation des ressources au niveau local. Et ça, c'est le résultat de plus d'une dizaine d'années d'expérience, de mise en œuvre de projets au niveau local. Pour moi, la première barrière, c'est un peu la centralisation de la gouvernance du changement climatique au niveau national. Parce que dans nos pays, malheureusement, il y a une forme de centralisation de la gouvernance du changement climatique qui fait que malheureusement, les collectivités territoriales ne sont pas sur la chaise où on conduit les choses, comme les anglophones appellent le driving seat. Malheureusement, ils ne sont pas là-bas. La deuxième barrière, M. Bado l'a dit, c'est le manque d'information sur les processus de planification, à la fois au niveau national, et le manque d'information également sur les opportunités de mobilisation de ressources. Et la troisième barrière, c'est le déficit de capacité dont on a parlé tout à l'heure. Nous, on est parti de cette hypothèse pour tester un modèle au Sénégal qui rencontre un peu les préoccupations des collègues telles que cela vient d'être décliné tout à l'heure. On est parti de notre expérience sur la mise en œuvre des projets et programmes au niveau local, parce que ce qui se passe malheureusement, c'est qu'on a une panoplie de projets et programmes au niveau local qui vont et qui reviennent, qui vont et qui reviennent, sans pour autant que cela ne se traduise par, disons, une existence de capacité au niveau local qui soit en mesure de soutenir les collectivités dans la mobilisation. Et malheureusement, si on poursuit dans la même trajectoire, on risque de mettre en œuvre de façon ininterrompue des projets et programmes sans que cela n'ait un impact sur le niveau local. Et c'est important de cette hypothèse qu'on a réussi à mobiliser quelques ressources, justement auprès du Fonds spécial sur le changement climatique dont M. Bado parlait tout à l'heure. Le modèle, il dit ceci. Les collectivités territoriales ont besoin d'une assistance technique pérenne qui ne fonctionne pas sur le cycle de projets et programmes tel que nous avons l'habitude de le faire, mais qui existe de façon pérenne et qui est là pour jouer le rôle d'interface entre le niveau national, le niveau international et le niveau local. C'est l'autre façon de dire un pool d'expertise, comme l'a dit tout à l'heure Madame. Et justement, on a mis en place cette unité d'assistance au sein du Programme national de développement local, le PNDL. On les a pourvus en une série de renforcements de capacités pendant près de 2 ans. Et on est un peu en bout de ligne parce que la dernière étape, c'est de tester le modèle en regardant est-ce que cette unité d'assistance est en capacité de formuler des projets et des programmes qu'ils vont soumettre aux instruments financiers associés à la Convention 4, c'est-à-dire le Fonds vert, le Fonds d'adaptation ou le Fonds pour l'environnement mondial. On en est à cette étape. C'est-à-dire que si on réussit ce modèle d'une unité d'assistance pérenne, et j'insiste sur le terme pérenne, parce qu'elle ne fonctionne pas selon le cycle de projet et programme, si cette unité d'assistance pérenne est là, elle pourra se constituer un interlocuteur crédible à la fois vis-à-vis des instruments financiers au niveau international et vis-à-vis du système de gouvernance centralisé au niveau national et vis-à-vis des acteurs locaux. Et c'est cette unité d'assistance qui va faire le travail. D'accord? Nous ne serons pas là pour leur dire faites ceci, faites cela, mais c'est eux-mêmes qui font faire le travail pour le compte des collectivités territoriales. Donc ça, c'est un modèle
que nous sommes en train de tester, qui est pratiquement en bout de parcours. Bon, et nous souhaitons également que ce modèle puisse être davantage renforcé pour que les collectivités territoriales du Sénégal soient en capacité d'aller chercher ces ressources par elles-mêmes. Maintenant, je termine par là. Pour que cela marche, il faut des fonds d'impulsion. Parce qu'une assistance telle quelle, quand le Fonds spécial sur les changements climatiques ne sera pas là, il faut que sur les ressources domestiques de l'État, qu'on soit en capacité de les mobiliser et d'utiliser ces ressources domestiques comme des fonds d'impulsion ou des fonds catalytiques pour renforcer l'unité d'assistance et leur permettre également de formuler des projets et des programmes. Et c'est là où les ressources de l'État interviennent. Et c'est pourquoi le fonds d'équipement pour les collectivités territoriales, qui est logé au sein du ministère en charge des collectivités, a été sollicité pour qu'on puisse ouvrir un guichet auprès du fenêtre du fonds d'équipement des collectivités territoriales. C'est à peu près le même modèle qu'au Cameroun. Pour que sur ce guichet, on puisse provisionner des ressources sur le climat qui vont être utilisées maintenant pour renforcer l'unité d'assistance. Donc, voilà à peu près un peu le modèle que nous voulons utiliser. Et nous avons pensé que c'est un modèle qui pourrait être opératoire et extrêmement intéressant pour les collectivités territoriales et qui nous permettra encore une fois, disons, de déconnecter un peu avec la tradition des projets et programmes qui vont et qui viennent, mais malheureusement qui ne présentent pas d'impact pour les collectivités. Merci. Merci beaucoup, M. Kairé. On voit que l'expertise ne trompe pas. Hein? Vos réponses se complètent sur ces facteurs qui limitent l'accès des gouvernements locaux à la finance climat. On a parlé donc de la documentation, de la stratégie, de l'expertise. Souvent, l'expertise, elle est amoindrie. On pense que c'est simple. Et je pense que vos réponses font comprendre que ce n'est pas aussi simple que ça pour monter ces dossiers-là. On a parlé aussi de la synergie avec l'État, la garantie. Monsieur le maire demandait aux bailleurs comment faire pour avoir des financements sans passer par l'État, parce qu'il trouve que c'est compliqué, ça prend du temps. Le processus qui est long, la barrière linguistique aussi, hein, il y a une barrière, je ne sais pas, dans votre assistance technique, est-ce que vous donnez des renforcements de capacité en anglais? La taille des projets qui sont soumis par les collectivités locales, effectivement, le montant, est-ce que ce sont des montants qui sont importants pour les bailleurs? Et surtout, est-ce que les priorités des bailleurs aussi sont en phase avec les priorités que soumettent ces gouvernements locaux? Donc, tous ces éléments-là, ce sont des facteurs qui ont été bien identifiés. Mais comme vous le dites aussi, la gouvernance, parce que souvent, moi, j'ai vu la COP de l'année dernière même, un bailleur qui expliquait qu'il voulait même que les municipalités aillent à se certifier ISO pour pour être une experte en assurance qualité. Moi, je trouvais bien. Donc, aussi, il y a ces exigences qui vont jusque-là. Et est-ce que c'est donc ce problème de capacité? Face à tous ces éléments-là, je vais demander à nos panélistes de nous donner des perspectives de solutions afin qu'on puisse donner la chance au public d'intervenir. Monsieur Aloïs du Cameroun. Merci beaucoup. Je vous remercie. Donc effectivement, pour voilà, ce qui concerne le FECOM, en fait, cette solution effectivement qui vient d'être présentée, effectivement, a beaucoup d'avantages pour les collectivités locales, c'est de disposer d'un pôle d'expertise. Donc c'est un peu ce qui a été développé au niveau du FECOM. Donc je vois également au niveau du Sénégal, c'est ce qui se met également en place. L'idée, c'est que effectivement, les grosses communes vont pouvoir mettre en place, parce qu'elles disposent déjà des équipes techniques en interne. Donc les grandes villes pourront effectivement mettre en place ce pôle interne. Mais par contre, pour les autres collectivités qui n'ont pas parfois d'ingénieurs, qui n'ont pas d'équipe technique ou de moyens pour pouvoir faire des déplacements, vous pouvez avoir un ingénieur, il faut le payer. Et après, il faut se déployer sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place les études, il faut les financer, il faut mettre en place un certain nombre de dispositifs. Et ça, souvent, ce n'est pas à la portée des communes. Alors, une des approches pour nous, c'est effectivement d'aller vers la mutualisation, c'est de permettre aux communes de se regrouper. Et nous, nous assurons, autant que faire se peut, cet accompagnement technique qui permet donc la mutualisation des moyens. Et on l'a dit également
beaucoup de grands bailleurs, en fait, se présentent comme des grossistes. C'est-à-dire qu'ils ont des sources. Vous allez, par exemple, vers la Banque européenne d'investissement, on va vous dire qu'il n'y a pas de financement en dessous de 30 millions d'euros. 30 millions d'euros, et il faut que la moitié soit apportée par d'autres bailleurs. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas demander à une petite commune d'aller vers des financements de cette taille-là. Il faut nécessairement faire un regroupement, comme on l'a dit, par exemple, pour des communes côtières. Nous avons au Cameroun, par exemple, des communes forestières. Nous avons des communes dans des zones sahéliennes, par exemple, qui peuvent avoir également des besoins spécifiques. Et l'intérêt, c'est de pouvoir les regrouper de manière à ce qu'on puisse maintenant monter des projets qui soient un bénéfice, disons, pour l'ensemble de ces collectivités, qui nous permettent, nous, de déployer nos équipes techniques et puis de permettre à tous d'accéder rapidement à ces projets. Parce que, je l'ai dit également, enfin, le FECOM est en cours d'accréditation. Nous avons justement nous sommes soutenus par le CSE, accompagnés par le CSE concernant le fonds d'adaptation. Oui. Nous sommes accompagnés par la FAO concernant le fonds vert climat. Et effectivement, le problème, c'est la durée. C'est qu'à un moment donné, il faut être accrédité. Et quand on est accrédité, il faut disposer maintenant des portefeuilles de projets à soumettre. Et vous imaginez le temps de faire la maturation de ces projets, de pouvoir commencer à les mettre en œuvre et de les voir réaliser. Si on part de 2023, il y a des projets qui ne verront pas le jour sûrement avant peut-être 2030. Donc effectivement, plus vite on arrive à mettre en place ces dispositifs, et plus vite on peut espérer avoir des effets sur le terrain. Merci beaucoup. On parle de synergie. On voit même la synergie entre le Sénégal et le Cameroun. Effectivement, le DG du CSE, M. Mbow, quand je lui parlais des panélistes hier, disait que le CSE est en collaboration avec le FECOM. Merci. Madame Mélissa Kerim, quelles sont donc ces pistes de solutions pour faciliter l'accès à la finance climat pour les collectivités locales? C'est une question difficile parce qu'on a déjà en fait répondu beaucoup. On n'a pas pu s'empêcher de proposer déjà de solutions pendant nos interventions. Monsieur Badeau a parlé de cette centralisation et cette traduction de l'information. Monsieur Pivoy a parlé de faciliter les projets groupés. Puis Monsieur Kaéré parlait d'une unité d'assistante technique pérenne. Tout ça, c'est déjà des solutions tangibles. Peut-être une des solutions que nous n'avons pas mentionnées et qui rejoint un petit peu à ce que disait M. Kaéré sur les fonds d'impulsion pour permettre la mise en place de ces unités d'assistance technique pérenne, c'est que dans le cadre d'un autre projet, je travaille déjà avec un projet qui s'appelle l'Alliance des banques des territoires africaines. Je travaille en collaboration avec les intermédiaires financiers, donc le FECOM en fait partie, mais on travaille aussi avec l'ADM au Sénégal pour déjà les mettre ensemble au niveau panafricain, comprendre quels sont les principaux blocages, les principales difficultés pour diversifier les sources de financement accordées aux collectivités locales. Donc ça passe par le travail de mieux comprendre leur mandat, les guichets disponibles et leurs modes de fonctionnement qui sont très divers selon les pays africains, mais aussi ensuite, l'idée, une fois qu'on aura bien compris comment ils fonctionnent, et je suis en train d'écrire des études sur le sujet, c'est d'encourager les banques multilatérales d'avoir un fonds d'amorçage pour renforcer substantiellement ces entités qui sont ces intermédiaires financiers, qui sont déjà des acteurs importants du financement des collectivités locales au niveau national et qui pourraient jouer ce rôle de créer des synergies, comme vous le disiez, M. Badeau, entre les acteurs au niveau national. Merci beaucoup, M. Issa Badeau. Alors, je vous propose de regrouper toutes ces pistes de solutions en 2 points. Le premier point, ce sont les problèmes politiques. Ils ne peuvent avoir que des solutions politiques. Et le deuxième point, c'est les questions opérationnelles. Ils peuvent avoir des solutions opérationnelles. La première chose, c'est pour moi le plaidoyer. Le plaidoyer pour apporter des solutions aux problèmes qui peuvent être adoptés dans nos parlements. Parce que la première des choses, c'est que nos parlements ou nos pouvoirs, on va dire, administratifs, gouvernementaux, adoptent des décisions qui soient favorables au rôle des collectivités territoriales dans l'action climatique. Et partant de ce fait, qu'il puisse y avoir, par exemple, des lignes dédiées en matière de finances ou des lignes qui puissent aider, qui puissent donner justement cette impulsion aux collectivités territoriales pour aller chercher le financement. Une chose importante également, on a parlé des garanties. Les garanties pour les mécanismes internationaux ou même les banques. Ce sont les banques aussi, les banques nationales
on peut avoir du financement climatique, d'autant plus que les banques intègrent de plus en plus la rationalité climat maintenant. Et de ce point de vue, des décisions nationales peuvent aider à cela. Un autre aspect également, je pense qu'au niveau de la conférence des parties ici, il peut y avoir un plaidoyer des États pour que les décisions qui sont prises par le Fonds vert climat, le Fonds d'adaptation, leurs actions sont adoptées ici par la conférence des parties. Ce qui veut dire que la conférence des parties peut décider qu'il y ait plus de fenêtres dédiées spécifiquement aux collectivités territoriales. Donc tout ça, ça reste dans l'ordre du plaidoyer. Et ça, c'est nous les francophones, si nous pensons que c'est une question qui est propre, qui est plus spécifique, plus complexe pour nos collectivités territoriales, ça peut être porté par nos États. Les questions opérationnelles, là-dessus, c'est la question c'est le renforcement des capacités et les solutions. Et ça peut se faire comment? La première chose, c'est déjà mettre en place une organisation au niveau des collectivités territoriales. C'est mettre en place des équipes qui ont les capacités. C'est trancher définitivement le meilleur mode opératoire entre les équipes des collectivités territoriales et les équipes des autorités nationales désignées et des unités qui sont accréditées. Alors, on ne le mentionne pas, mais il y a beaucoup d'entités accréditées qui ne sont pas fonctionnelles. Ça, c'est un point, je dis complexe, je dis dans le sens qu'ils sont accrédités auprès du fonds d'adaptation, mais je veux dire, l'historique de fonctionnement, c'est vrai que ce n'est pas le cas du CSC, mais dans d'autres pays, il y a des mécanismes qui sont financés, en fait, qui sont accrédités, mais qui n'ont pas beaucoup aidé encore les pays, alors qu'il y a des collectivités territoriales qui gagneraient à être soutenues. Donc, je dirais que ça, c'est une chose. Et après, il faut aider justement les équipes à connaître les modalités d'accès au financement, les aider à savoir comment monter des dossiers bancables. Vous ne pouvez pas financer 2 projets si vous n'avez pas 10 projets. Donc, il faut travailler sur ça. Merci beaucoup, M. Kairé. Merci. Très rapidement, moi je dis qu'il faut que les collectivités territoriales soient très pragmatiques. Parce que depuis le temps que nous sommes en train de parler, disons, de la mobilisation des ressources sur le financement climatique, et que malheureusement, il y a très peu de choses qui aient été faites, je pense que les collectivités territoriales gagneraient à soit utiliser les ressources de l'État, si cela est possible, comme des fonds d'amorçage, d'impulsion catalytique, etc., soit à mobiliser leurs propres ressources et faire en sorte que les instruments opérationnels qui devraient les soutenir au niveau national soient en place. Et à partir de ce moment, ils pourront, sur le plan de la stratégie, sur le plan des orientations politiques et des orientations opérationnelles, dire à l'instrument qu'ils ont mis en place, voilà ce que nous souhaitons faire. Et voilà là où nous voulons aller. Et ça, c'est possible parce que les collectivités territoriales ont des ressources. Donc, faire en sorte que ces ressources-là puissent servir à soutenir les opérations de l'unité d'assistance, pour le cas du Sénégal, PNDL, ou bien de l'instrument d'amorçage, etc. Et à partir de ce moment, il me semble qu'on pourra faire un pas en avant. Parce qu'il y a ce que les anglophones appellent du value for money. C'est-à-dire, quand vous mettez 100 francs et que par un facteur X, vous êtes en capacité de mobiliser 1000, cela en vaut la peine. Parce que les collectivités n'ont pas forcément besoin d'acquérir les compétences du point de vue technique qui leur permettront de formuler les projets et programmes. Cela peut être une perte de temps pour eux, parce qu'ils ont autre chose à faire. Par contre, s'ils ont les instruments opérationnels qui leur permettent de faire ce travail et qui sont à leur côté, c'est du value for money parce que ça vous permet de mettre X francs et puis de le multiplier par un facteur X, de donner des orientations. Et à mon avis, ça permettra, sur un parcours peut-être de 5 ans à 6 ans, de dire les collectivités territoriales de nos pays ont été en capacité de mobiliser ces ressources. Tant que cela ne se fera pas, malheureusement, je ne suis pas tout à fait sûr que, disons, la réflexion pourra aboutir à quelque chose. Merci. Merci beaucoup, M. Carré, pour ces compléments d'information. Monsieur Bado, est-ce que vous pensez que la vidéo, Oui, elle est prête? Est-ce qu'on peut elle fait juste 2 minutes, après Oui. nous allons donner la parole au public.
Dans des questions? Voilà. Au public, est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour, monsieur. Juste vous présenter avant de poser votre question à notre panéliste. Merci beaucoup, Madame Sall. Je m'appelle Mamadou Fall et je travaille au niveau d'une ONG qui s'appelle IED Afrique et je suis la fonction de directeur exécutif. Ce ne serait peut-être pas une question que je vais poser, mais plutôt une contribution. Parce que, comme l'a dit Kairé tout à l'heure, la question de l'accès aux finances climat, elle ne date pas d'aujourd'hui. Depuis plusieurs années, on a l'impression qu'on se répète. Et quand on regarde les choses, on a l'impression que les progrès que nous réalisons dans ce cadre-là sont très faibles. Et c'est pourquoi moi, je dirais qu'il faudra que l'on essaye d'avoir une entrée par les solutions. Kairé a présenté un modèle qui est effectivement expérimenté au Sénégal. Je pense que M. Bado également a parlé d'initiatives qui ont été lancées. Et je pense que c'est le cas également du Cameroun. Il y a énormément de choses qui sont en train d'être expérimentées. Il y a des modèles qui ont été mis en place. Pour le cas du Sénégal, je parle de l'expérience de la décentralisation des fonds climat, qui avait un peu aussi permis, dans le cadre d'un projet pilote, de mettre autour de 4 milliards dans les investissements pour renforcer la résilience des collectivités territoriales. Et ce qu'on avait tiré comme enseignement majeur, c'était que cette adoption de la démarche sur projet, elle présente des lacunes et des faiblesses. Et si aujourd'hui on arrive à nous fonder sur les deux instruments que les collectivités territoriales ont, que sont la planification au niveau local et le budget, il serait possible en tout cas de faire face à un certain nombre de défis. Parce que la planification, pour le cas du Sénégal, on dispose aujourd'hui d'un plan, d'un guide de planification qui intègre 4 dimensions: changement climatique, migration, nutrition et changement climatique.
Vous allez au Sénégal, ça a été adopté sur le plan technique et sur le plan politique. Et les collectivités territoriales, aujourd'hui, continuent à adopter l'approche traditionnelle de planification en le confiant à un consultant qui, souvent, peut s'enfermer dans son bureau et faire du coupé-coller. Et n'associe pas sérieusement les communautés à la base pour qu'ils puissent prendre en compte leurs vraies préoccupations. Et donc, c'est là où il y a un défi lié au renforcement de capacité des collectivités territoriales, mais également des populations. Parce qu'il faut qu'ils arrivent, les conditionnalités pour accéder à ces fonds insistent sur la relation entre les actions proposées et la capacité à démontrer qu'on relève le défi du changement climatique. Il ne s'agit pas d'aller juste d'élaborer un projet pour dire oui, bon, et on lutte contre la dégradation de nos écosystèmes, mais il faut que les communautés soient impliquées, mais au préalable outillées pour être en mesure de présenter des projets qui démontrent comment est-ce qu'ils vont mettre en place des actions d'adaptation. Donc ça, vraiment, c'est extrêmement important que parce que si les collectivités territoriales continuent à vouloir eux-mêmes formuler leurs projets, ils vont toujours faire face à ces défis. Et ils vont construire une compétence, mais dès qu'il y a une élection que l'équipe change, ben, on a une nouvelle équipe qui va reprendre les mêmes choses. Donc, il est important aujourd'hui que le dispositif qui soit mis en place au niveau des collectivités territoriales puisse donner des responsabilités à des acteurs qui seront là, même si l'équipe municipale change, que les populations soient utilisées pour pouvoir accompagner les collectivités. Parce que les collectivités territoriales facilitent. Les collectivités territoriales ont pour rôle de veiller à ce que le cadre d'orientation soit là, mais que pour la réalisation, il faut veiller à ce qu'il y ait des compétences au niveau local. Parlant toujours des compétences, le Sénégal a adopté récemment un décret qui parlait justement de la prise en compte du statut de la fonction publique locale. Si aujourd'hui, au niveau des collectivités territoriales, il n'y a pas de compétences qui, au-delà même du changement de régime ou d'équipe, demeurent, on ne pourra jamais consolider les acquis qu'on a au niveau des collectivités. Il est important que ces acquis-là soient consolidés par justement des compétences. Et ces compétences peuvent être internes à la collectivité territoriale, mais les rapports que les collectivités territoriales ont avec les sectoriels sont extrêmement importants. Au niveau de Dakar, des grandes villes, ça peut être plus compliqué parce qu'il y a les ministères sectoriels. Mais vous allez dans les collectivités territoriales dites rurales, vous avez des services techniques qui sont en mesure, la planification, l'aménagement du territoire, qui ont pour rôle d'accompagner les collectivités territoriales. Et je pense qu'il faudra qu'on procède à l'entrée par les solutions. Il y a des modèles, il y a des choses qui ont été expérimentées, mais malheureusement, on ne capitalise pas sur ce qui est fait. Ce qui a été présenté, on avait travaillé également avec le PNDL. Le PNDL centralise beaucoup de compétences et de modèles qui peuvent être repris au niveau national. Mais l'autre élément, c'est que aussi il y a vraiment le gap qu'il y a entre le cadre politique institutionnel et les pratiques. Et chacun évoluant de son côté, il est extrêmement aujourd'hui difficile de concilier ces différents aspects-là pour nous aider à passer au-delà justement de l'interrogation qu'on continue à nous poser sur comment est-ce que les collectivités territoriales peuvent mobiliser les fonds des financements verts et relever les enjeux liés à l'adaptation au changement. Merci beaucoup, M. Voilà Fall. On retiendra l'entrée par les solutions. Mais de toute façon, il a parlé d'assistance pérenne. Hein? Merci, oui, allez-y. Bonjour, madame. Merci beaucoup. Près du micro, je me joins aux félicitations qui ont été adressées aux panélistes au regard de la qualité des prestations. Je vais commencer par une question, celle-là qui s'adresse à tous les panélistes. Comment faire pour amener les collectivités territoriales, notamment au Sénégal, à formuler des projets bancables, mais des projets structurants, en tenant compte de deux préoccupations qui, à mon avis, me semblent être prioritaires. C'est la gestion des déchets, l'intercommunalité, par la réalisation d'infrastructures résilientes et qui tiennent compte, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'infrastructures qu'on doit ériger, par exemple à Dakar ou dans d'autres communes, mais on a un problème d'espace. Donc, les amener à formuler vraiment des projets, programmes structurants, tenant compte de deux préoccupations majeures, en tout cas me concernant, c'est la question des déchets, la question de l'intercommunalité.
Le deuxième point de mon interrogation, c'est plutôt un commentaire en insistant sur ce que le doyen Kairé a dit, qui nous a beaucoup appuyé dans le cadre de la promotion de l'économie verte. Je pense qu'il se rappelle à la direction des financements verts. C'est que cette question du renforcement de capacité, pour moi, elle est importante. Hein. Il a dit, en parlant d'unité pérenne, mais également penser aux acteurs qui doivent animer cette unité pérenne, mais également aux cibles au niveau des collectivités. Il faudrait qu'on ait un dispositif qui puisse nous amener à fidéliser certains, soit par la contractualisation ou bien peut-être en tenant compte des experts autres. En tout cas, ces gens-là qui vont assurer la continuité vraiment de ces acquis. Et à cet effet, je pense que la direction de l'environnement, l'administration de manière globale également, a des acteurs qui peuvent être fidélisés dans ce sens. Je parle par exemple de la direction de l'environnement qui a contractualisé avec la ville de Dakar pour l'appuyer par rapport à l'amélioration de la qualité de l'air avec des capteurs un peu partout. Donc, je pense que ce sont les deux éléments pour être courant, pour ne pas abuser du temps. Et vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Je profite du micro ou bien Oui. je donne la parole à madame? D'accord, allez-y. J'avais eu peur parce que finalement, il n'y avait pas eu de parité, quoi. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Adama Aïcha Edessania. Je suis étudiante à l'Institut des sciences de l'environnement et en même temps, je suis assistante RSE à la compagnie d'électricité du Sénégal. Alors, moi, j'avais juste deux questions. Donc, finalement, la deuxième partie a pris en compte la première question. Il s'agissait des mécanismes qui pourraient faciliter l'accès à ces financements-là et c'est très important. Et ça m'a rassurée d'entendre parler de l'unité d'assistance technique parce qu'on en a réellement besoin. J'entends souvent parler M. Antoine Faye qui dit que l'accès, en tout cas le financement est vert, mais le feu n'est pas vert. On peut parler de l'accès à ces financements-là, mais s'il n'y a pas de mécanisme qui accompagne pour faciliter l'accès, ça devient autre chose. Donc, ma deuxième question, c'est pour vous, M. Kairé. Donc, on a parlé tout à l'heure des fonds, par exemple du FEM, du Fonds d'adaptation, du Fonds vert climat. Je voulais savoir si ils sont tous des prêts ou bien il y en a ceux qui sont en mode subvention ou don. Merci. Merci beaucoup. Avant de vous passer la parole, madame, je voudrais vous remercier et aussi me féliciter de la qualité du panel de ce matin. Je voudrais aussi rappeler deux bonnes nouvelles qui sont arrivées récemment. La première bonne nouvelle, c'est l'engagement des banques multinationales véritablement à la COP28 pour quand même mieux accompagner ce qu'on est en train de faire. D'abord, le premier aspect de leur accompagnement, c'est l'accroissement des financements, y compris le secteur privé. Ce qui veut dire que notre secteur privé doit encore bouger. Le deuxième, c'est l'alignement au principe à l'accord de Paris. Et le troisième, c'est la transition juste. Ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, et chaque personne ne le dit, le Sénégal vient de faire son entrée quand même au marché international du financement durable avec un accompagnement de la Banque africaine de développement pour 400 millions d'euros. Ça, c'est un levier extrêmement puissant. C'est un outil extrêmement important. Je suis du ministère des Finances et du Budget au passage. Ces deux bonnes nouvelles-là m'amènent peut-être sur un élément de commentaire. Quelqu'un l'a dit, je pense que je suis en phase avec ce que Kairé a proposé sur quand même cette unité pérenne-là. Mais au-delà du fonds d'équipement, je pense que nous devons aussi, de façon sobre, commencer à parler aussi du fonds de dotation. Si nous faisons l'effort de flécher tous les financements du fonds de dotation en fonction des projets qui sont climato-sensibles, c'est déjà un petit effort qui va dans ce sens-là. Mais l'appel que Mamadou Fall a fait sur la prise en compte de nos efforts au niveau national en termes de réforme et en termes de texte, cet appel-là, je le magnifie. On a aujourd'hui sur la fonction publique locale, l'idée c'est de délocaliser les compétences. L'idée c'est d'aider les collectivités locales à avoir ces capacitations-là, vivement à ce que ce développement de compétences-là puisse se réaliser. Voilà l'élément de commentaire que je voudrais faire. Merci vous permettez beaucoup. que je passe à gauche ou bien je vous Merci beaucoup. Peut-être on va prendre deux autres questions et laisser les panélistes répondre avant qu'ils... Oui. Merci aux panélistes pour ces brillantes interventions. J'ai deux questions. La première, c'est une question à laquelle je réfléchis un peu depuis 2 ans, mais qui n'est pas facile à répondre. Et je pense que les différentes interventions montrent la complexité de cette question. Lorsqu'on parle de l'accès au financement, surtout l'accès au financement aux communautés, vous avez montré comment les défis sont nombreux
et à différents niveaux, des défis politiques, des défis techniques, des défis opérationnels, des défis sur le plan international, sur le plan national, au niveau local, le renforcement de capacités, etc. Et mon confrère Mamadou a dit qu'il y a des expériences. Nous travaillons tous sur cette question-là et chacun avec une expérience spécifique, une approche spécifique. Il y a l'expérience du projet de délocaliser les fonds climat, il y a l'expérience que l'IFDD vient de montrer, enfin plein d'expériences. Mais la question que je me pose, c'est comment on peut faire pour structurer et créer des synergies entre toutes ces expériences-là. Parce qu'il me semble que aussi, autant bon, on peut avoir de la bonne volonté et faire des choses, mais pour chaque organisation, il n'y a qu'une seule partie où on peut atteindre. Alors qu'en créant beaucoup plus de synergie, beaucoup plus de structuration, on peut combiner les efforts. Lorsqu'on parle de l'accès au financement, ce n'est pas seulement une question des collectivités locales. Un projet uniquement centré sur les collectivités locales, uniquement porté par les collectivités locales, soyons-en certains, a moins de chances de passer qu'un projet multi-acteurs qui inclut et les collectivités locales, et le niveau national, et les organisations de la société civile, etc. Parce qu'on parle des communautés, et les communautés sont représentées par différentes institutions. Donc, pour ne pas aller loin, comment structurer et créer des synergies entre toutes les choses qui sont mises en avant par les organisations au niveau local comme au niveau international. Monsieur. Vous êtes de quel... vous n'êtes pas présenté. Fadel Diop de Oxfam. J'ai une deuxième question, s'il vous plaît, mais qui sera très rapide, plus rapide que la première, et qui s'appesantit sur votre intervention. Lorsque vous dites que les organisations, les entités accréditées, il y a beaucoup qui sont accréditées, mais qui ne sont pas fonctionnelles en Afrique. Et cela rejoint les conclusions qu'on a faites dans une analyse, dans une étude qui est en cours sur les financements climat et où on analyse combien de projets ont été réussis par différentes entités accréditées. Et on se rend compte dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest, les projets s'y réussissent sont davantage portés par les Nations Unies, par les agences textiles comme l'AFD, la GIZ, etc. et moins par les entités accréditées. Alors qu'il y a une plus grande possibilité de comprendre le contexte national et d'adresser les problèmes de leur communauté. Donc, comment peut-on faire pour renforcer le pouvoir des entités accréditées? Merci. Merci beaucoup. Une dernière question, mais après, on va donner la parole aux panélistes pour les réponses. Oui, présentez-vous. Merci, Madame la maire. Cheikh Fall de l'ONG Enda Energy. J'ai beaucoup aimé le modèle du PNDL de Moussé Kairé quand il a un peu parlé d'assistance technique pérenne pour les collectivités territoriales. Je pense que c'est ce qu'il nous faut au Sénégal. Moi, j'ai eu la chance, dans le processus de la ville de Dakar, dans le processus de la ville de Pékin, l'intercommunalité de la Petite Côte, à les accompagner sur les questions climatiques, sur les questions de planification climatique avec les PCT et tout. Et Dieu sait que les collectivités auront besoin de cette assistance technique pour parvenir à ces planifications stratégiques, mais aussi opérationnelles. Et ça m'amène dans la réflexion dans le même sens, parce qu'au Sénégal, il y a énormément de structures qui travaillent avec les collectivités. Il y a le PNDL, il y a l'ADEM, il y a Enda Energy, il y a l'IED, etc., etc. Maintenant, moi, cette question, je la pose à M. Kairé. Est-ce que dans le pôle d'assistance technique que vous êtes en train de mettre en place, est-ce qu'il serait possible de voir les expertises par-ci, par-là qui sont éparpillées? Est-ce qu'il serait possible de les regrouper dans cette assistance technique, ce qui va faciliter un peu, en tout cas, le travail aux collectivités territoriales? Comme ça, il y aura une seule direction où les collectivités vont partir pour, en tout cas, obtenir de cette assistance technique qui va leur permettre d'avoir la planification, mais aussi de pouvoir mobiliser les ressources. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fall de Enda Energy. On va retourner la parole à nos panélistes. Il y avait une des premières questions qui était là, comment arriver à aider les collectivités locales pour la formulation de projets bancables. Pour les projets bancables, vous voulez répondre à la question? Ça, c'était adressé, je pense qu'on n'avait pas ciblé. Peut-être on va laisser Mme Kerim répondre, comme vous aviez parlé un peu de toutes ces structurations. Oui, merci pour cette question. Donc, je crois que même la question était plus spécifique. Il y avait l'angle des déchets et de l'intercommunalité, si je me souviens bien, monsieur. Donc, je pense que la première réponse, c'est de capitaliser sur toutes ces organisations qui fournissent déjà de l'assistance technique aux collectivités locales. Monsieur, vous soulignez qu'au Sénégal, il y en a une multitude, l'ADM, ENDA et autres. Donc,
Ce qui est important, je pense, c'est que ces structures, en effet, aient des modalités ou des modules ou des solutions d'assistance technique qui soient évidemment alignées avec les critères nationaux, avec tous les critères du ministère des Finances, du ministère de l'Environnement, mais aussi qu'elles comprennent suffisamment les critères et les besoins des différents bailleurs. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais qu'elles puissent aussi proposer un accompagnement selon ce qui est considéré comme bancable dans la tête des banques multilatérales ou des banques nationales de développement. Donc il suffit de multiplier les interactions entre ces structures qui travaillent au niveau national avec l'environnement international. Et c'est ce que je disais, c'est ce qu'on essaye de faire dans le cadre de cette alliance des banques des territoires africaines, une fois par an pendant le sommet Finance en commun, qui est ce sommet qui a été lancé par l'AFD et qui regroupe toutes les banques de développement au niveau national, au niveau multilatéral. On invite nous aussi les banques africaines ou les acteurs africains qui travaillent directement en apportant de l'assistance technique et financière aux collectivités locales dans cet espace, et on crée des échanges pour qu'elles se comprennent mieux. Et cette cartographie des outils, mécanismes et fonds proposés par les banques multilatérales pour accompagner les villes et régions résilientes sur lequel je travaille, qui sera lancé en mars, ça sera aussi un outil à destination de ces acteurs qui travaillent déjà avec les collectivités locales. Donc je pense que la réponse, elle est aussi par renforcer, donc certes renforcer les collectivités locales, mais ça fait très longtemps que les acteurs le font dans le cadre de la Convention des maires, notamment en Afrique subsaharienne, qui est une des initiatives. Ça, c'est important, mais c'est aussi important de renforcer des structures plus pérennes, plus durables au niveau national, qui, elles, pourront continuer le travail. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à M. Kairé, peut-être des compléments dans cette formulation de projet bancable. Apparemment, l'assistance technique pérenne suscite beaucoup d'espoir, M. Kairé. Tout à fait. Non, sur la structuration de projets bancables, peut-être il faut juste ajouter à ce qui vient d'être dit et qui est assez complet, le fait que dans le cas spécifique du Sénégal, sous la fenêtre Fonds d'équipement des collectivités territoriales, parce qu'il y a 4 guichets sur le Fonds d'équipement des collectivités territoriales. Il y a un guichet sur l'intercommunalité qui n'avait malheureusement pas pu être, disons, mobilisé en raison un peu d'un problème sur les aspects réglementaires. Et au mois d'avril 2023, pour le cas spécifique du Sénégal, au mois d'avril 2023, il y a un décret d'application sur l'intercommunalité qui a été adopté et qui permet aujourd'hui d'opérationnaliser le guichet intercommunalité du Fonds d'équipement des collectivités territoriales. Donc, encore une fois, moi j'ai la conviction que le meilleur moyen de mobiliser des ressources, c'est de mettre des ressources. D'accord? Maintenant, les collectivités territoriales doivent réfléchir à la fois sur le plan stratégique et sur le plan opérationnel. Et tant que cette réflexion à 2 directions ne se fait pas, malheureusement, on risque d'avoir des difficultés sur les aspects soit stratégiques, soit opérationnels. Donc, il faut que les collectivités territoriales, de façon collective, pour reprendre le terme collectivité territoriale, réfléchissent ensemble sur les moyens d'aller mobiliser ces ressources. Parce que ces ressources sont là, elles existent. Il faut être stratégique. Donc ça, je pense que c'est une direction qui pourrait éventuellement être utilisée. Est-ce que je peux répondre rapidement aux autres? Oui, comme le temps court, voilà. Oui, absolument. Parce que pour le FEM, le Fonds d'adaptation et le Fonds vert, pour le FEM et le Fonds d'adaptation, il n'y a pas de loan, il n'y a pas de prêt. D'accord? Toutes les ressources qui sont affectées au pays pour le Fonds d'adaptation et pour le FEM, ce sont des subventions. Mais pour le Fonds vert climat, il y a des prêts. D'accord? La plupart des projets, par exemple, mis en œuvre par les banques multilatérales, la Banque mondiale, le FIDA, malgré les volumes d'investissement qui sont évoqués et qui peuvent sembler être des subventions, pour la plupart ne sont pas des subventions, ce sont des prêts. Et la partie subvention est mobilisée maintenant auprès du Fonds vert climat, du FEM ou bien du Fonds d'adaptation. Donc c'est pour dire que pour le Fonds vert climat, il y a la possibilité d'aller chercher des prêts, mais vous savez,
Il y a une rhétorique aussi au niveau international qui consiste à dire qu'en ce qui concerne le changement climatique, nous, pays en voie de développement, parce que ça a été un point de discorde pendant plusieurs années au niveau des négociations internationales, nous, pays en voie de développement, on ne peut pas accepter le principe de mobiliser des prêts pour mettre en œuvre des projets d'adaptation dans la mesure où, bon, etc. Vous comprenez. Voilà. Donc ça aussi, c'est un point sur lequel il faut qu'on s'arrête pour voir. Parce que si vous regardez, par exemple, l'évaluation des 100 milliards de dollars que l'OCDE a fait, sur les 83 milliards de dollars qui semblent avoir été mobilisés sur les 100 milliards de dollars, l'essentiel de ces 83 milliards de dollars sont des prêts. Ça repose encore la question, est-ce que le financement international dont on est en train de parler, c'est du financement qui est recyclé, quoi? Ou bien est-ce qu'on est en train de faire de l'enrobage en mettant des prêts sous le financement climat, alors que nous ne sommes pas responsables de ce qui est en train, de ce qui a été fait. Donc ça, c'est un point. Les synergies et les expériences à Oxfam, je pense que le point de Babacar est très important. Il faudra qu'on réfléchisse davantage sur comment est-ce que les collectivités peuvent utiliser l'assistance technique de la BAD sur les 400 millions de dollars. Ça c'est un point sur lequel il faudra qu'on réfléchisse plus tard. Je pense que c'est quelque chose de très innovant. Les gens n'ont pas prêté attention. J'ai vu quand vous avez partagé, hein, j'ai tout de suite aimé, parce que c'est quelque chose de très important. On ne s'arrête pas assez là-dessus, mais il faut le faire et il faut réfléchir encore une fois. Rapidement, pour l'Oxfam, Oxfam Job, moi je pense que la création des alliances stratégiques dans la mobilisation des ressources, nous ne pouvons pas en faire l'économie. Nous ne pouvons pas en faire l'économie. Et ce que je suis en train de dire, c'est valable pour les collectivités territoriales, mais c'est même valable pour les institutions nationales. Ce qu'on est en train de lever en termes de ressources et d'investissement, quand nous le faisons ensemble, à la fois avec les entités accréditées au niveau national et même avec les entités accréditées au niveau international. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années au sein du système des Nations Unies en tant qu'entité accréditée internationale. Les capacités de levée de ressources des entités accréditées internationales ne sont pas les mêmes que les capacités de levée de ressources des capacités nationales. Donc la construction de ces alliances stratégiques entre le niveau international, le niveau national et le niveau local, nous ne pouvons pas en faire l'économie. Parce que ces fonds fonctionnent sur un mode compétitif. Les pays d'Amérique du Sud et d'Asie sont plus compétitifs parce que sur le plan stratégique, ils ont développé des modèles qui leur permettent d'aller chercher ces ressources. Donc il faut que ces alliances stratégiques, on soit en capacité de les construire. Mais tant que nous voulons y aller seuls, en tant que collectivité, en tant que pays, malheureusement, on n'atteindrait pas nos objectifs. Le pôle d'assistance, je ne termine pas là. Est-ce qu'on peut regrouper les experts? C'est ce qu'on est en train de faire. Hein? On a mis en place un help desk, comme ça qu'on l'a appelé. Non seulement il y a une unité d'assistance qui est un peu le versant physique, mais il y a aussi un help desk qui est le versant virtuel. Donc on a mis en place un help desk. Et l'idée du help desk, c'est que les collectivités territoriales peuvent à temps réel envoyer des demandes d'informations et recevoir tout de suite des réponses. Et derrière l'écran du help desk, c'est un pool d'experts qui sont derrière un peu l'écran du help desk et qui vont répondre aux sollicitations des collectivités territoriales. Donc, on a mis en place un pool d'experts sur les différents domaines pour que les sollicitations des collectivités territoriales sur la finance climatique puissent trouver une réponse à chaque fois qu'une demande est exprimée. Et donc, ça rejoint un peu le point que vous aviez évoqué tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Nous allons clôturer le panel dans 5 minutes. Nous avons un peu dépassé le temps. Je voudrais savoir, Elhadj, est-ce que tu souhaiterais faire une petite intervention? Je fais un coucou à mon ami Elhadj Diop. Sur cette... quelles recommandations pour améliorer donc l'accès des collectivités locales à la finance climat? Bon, merci, Madame le maire.
Bon, moi, je suis plutôt côté technologie. Oui. C'est vrai que c'est mêlé aussi à la finance. Le problème qui se pose bien sûr très souvent, c'est que les gens, se focalisent trop sur la finance. Moi, je trouve que même dans le cadre des négociations que nous sommes en train de mener, on le constate, c'est vraiment les pays demandeurs, on se focalise trop sur la finance, alors qu'il est aussi important de maîtriser la technologie, pouvoir déployer. Parce que tout ce que nous menons comme activité, que ce soit dans le cadre de l'adaptation ou de l'atténuation, il faut aussi qu'on puisse pouvoir avoir la technologie appropriée et la déployer. Et là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que, bon, j'ai vu votre plateforme au niveau de l'FTD, bon, on se connaît, Issa, et donc moi, j'ai travailler avec vous. Et aussi, dans le cadre du mécanisme technologique, il y a des fonds disponibles et que les gens aussi n'utilisent pas. Moi, je suis le point focal transfert de technologie du Sénégal. Et à travers donc cette entité, on peut aussi faire des requêtes pour avoir les études financées, aussi pour avoir des renforcements de capacité. Et aujourd'hui, avec même le bureau de liaison qui a été établi en Corée, vraiment le CITICN est en mesure d'accompagner toutes ces structures-là pour préparer un dossier bancable, vraiment un dossier à déposer en fonds vert pour le financement. Et ça, quand même, je trouve que c'est un aspect très important, malheureusement, qui n'est pas connu, qui n'est pas très connu au Sénégal comme dans d'autres pays. C'est vrai que l'information doit passer. On fait tout pour que ça passe. Malheureusement, les gens se focalisent que sur le volet finance. Mais je me dis, à travers aussi ce mécanisme technologique, on peut aujourd'hui vraiment accéder très facilement aux finances. Parce que quand vous venez demander à ces structures-là que vous voulez réaliser un projet sur les changements climatiques, de résilience ou, je sais pas, en tout cas de résilience des populations, pour renforcer la résilience des populations contre donc, tous ces effets. Mais la première question qu'on va se poser, mais qu'est-ce que vous allez utiliser comme méthode, comme moyen, comme outil? C'est quoi? Et cette technologie-là, si vous n'êtes pas en mesure de la définir, de dire clairement c'est ça que nous allons faire, ça va capoter. Et même si le financement arrive, aussi après on aura des problèmes de mise en œuvre dans le futur, raison pour laquelle moi je pense que aussi ici, il ne faut pas... nous nous battons, en tout cas nous, dans le groupe de négociation, transfert de technologie, pour que ce lien entre le mécanisme financier et le mécanisme technologique ne soit pas interrompu. On se rend compte que c'est le cas pour les pays du Nord. Avant-hier, sur les négociations concernant donc, le Fonds vert climat, ils ont immédiatement dit que la technologie ne les intéresse pas. Et alors que, bon, vraiment, c'est un truc qui, nous, pays africains, pays du Sud, en général, devrait être pris au sérieux et vraiment nous aider. Et on a aussi, à travers ce canal, des financements disponibles, comme je l'ai dit tantôt. Merci beaucoup, M. Diop, pour ces compléments. Nous sommes à la fin de ce panel. Nous remercions ces experts d'avoir consacré autant de temps et de passion dans leurs réponses. Et soyez assurés que le rapport de ce panel-là vous sera partagé. On retiendra les difficultés qui ont été évoquées. Mais comme dit M. Fall, faisons l'entrée par les solutions. On retiendra comme solution donc d'avoir cette assistance technique. Mais dans cette assistance technique, je pense qu'il y a toute cette synergie. Hein, parce que comment faire même la synergie maintenant de cette assistance technique avec cette belle balle de base de données qui nous a été présentée, de s'assurer que les experts qui doivent être là soient connus, qu'ils soient là. Quand je pense que vous dites qu'on peut poser une question, qu'il y a un helpdesk et répondre. Et je crois qu'il y a beaucoup d'outils, mais je retiendrai qu'on ne connaît pas. La méconnaissance de ces outils, de ces dispositifs, le fait d'avoir cette expertise aussi en finance climat, donc, et aussi cette synergie entre l'État aussi et les collectivités locales. On a parlé aussi de cette cartographie de ces parties prenantes-là. Merci pour ce partage d'expérience. Je crois qu'on devra continuer les échanges. En tout cas, de mon côté, en tant qu'adjointe au maire, je saisirai ces mains tendues pour nous, au niveau de la ville de Dakar, qu'on accède à ces financements-là, partager l'information avec les autorités sur ces mécanismes, ces outils,
Et puis nous féliciter aussi, comme vous dites, de toutes ces avancées qui ont été quand même jusqu'à date faites. Et ce que j'ai aimé de ce panel aussi, je tiens à le souligner, on a eu l'expérience du Cameroun. Je remercie M. Biol d'avoir partagé son expérience, Mme Melissa Kerim, l'IFDD avec M. Issa Bado, vraiment M. Kairé, merci pour votre temps, merci pour cet échange qui sont très riches. Je vous propose de les applaudir avant de faire la photo du panel. Merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être prendre une photo. Merci beaucoup.